Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Martin Louvel, je suis président cofondateur de Chakari. Chakari, c'est la première plateforme d'accompagnement managérial 100% dédiée aux acteurs de santé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine William. Donc Sandrine, bienvenue. Bonjour, merci Martin. Donc Sandrine, tu es coordinatrice générale des soins dans le groupement hospitalier territorial Yvelines Nord. Tu es aussi en charge de tout ce qui est innovation, qui est un sujet qui te passionne visiblement, et c'est le sujet d'ailleurs qu'on va adresser aujourd'hui. Je vais juste partager mon écran pour resituer le sujet et introduire aussi la notion de management agile et de l'innovation. Et ensuite, je te laisserai la parole pour que tu puisses te présenter, Sandrine, et on rentrera dans le cœur du sujet. Donc, alors, en quelques mots, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est comment favoriser une culture du management agile et de l'innovation. Et donc, on parle beaucoup du management agile, un mot très à la mode. L'innovation, on en parle depuis très longtemps, c'est ce qui nous permet de progresser, de découvrir chaque jour. Et il y a plein de types d'innovation, rappelons-le, hein, l'innovation de produit, mais il y a l'innovation organisationnelle, l'innovation de procédés, l'innovation managériale. Et donc, je pense qu'on aura différents exemples à partager grâce à ton parcours très, très riche, Sandrine. On dit que souvent une image vaut 1000 mots, donc il y avait une image que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, qui est celle-là. Si on pouvait résumer le management agile à un schéma très simple, c'est celui-ci. En fait, l'innovation, on va dire d'hier, un petit peu du XXe siècle, était celle où il fallait beaucoup, beaucoup de recherche et développement. On passait des heures dans des laboratoires ou dans son garage à concevoir un produit qui ne marchait pas et qui, au bout de très longtemps, commençait à rouler, comme le schéma que vous voyez dessus. Et finalement, le management agile appliqué au principe de l'innovation, c'est celui qui est décrit dans la partie basse de ce tableau, qui s'attaque à un problème précis qu'on souhaite résoudre. Et ce problème, dans un établissement de santé, partira certainement du patient ou partira d'une problématique interne ou externe, quelle qu'elle soit. Et le but étant de développer quelque chose qui roule dès le début. Donc, comme vous voyez, ce skateboard qui ne soit pas forcément très satisfaisant en termes de solutions qu'il apporte, mais qui déjà permet d'adresser ce problème. Et au fur et à mesure, on va le développer de manière agile, en lien avec ses équipes, pour le perfectionner et arriver au même résultat, sauf que dès le début, on aura eu quelque chose qui roule. Donc voilà, cette introduction étant posée, Sandrine, je te propose de te présenter en quelques mots et de nous parler un petit peu de ton cheminement, ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à être coordinatrice générale des soins. Alors finalement, mon parcours, il est assez classique. En tout cas, je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai vu passer quelques questions et quelques noms de collègues et d'amis avec lesquels j'ai beaucoup échangé ou beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, je les remercie d'être en ligne et d'être connectés. Mais globalement, j'ai un parcours assez classique. On connaît sur le type d'émission qu'on exerce sur les métiers de directeur des soins. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les établissements de santé ou dans les hôpitaux. J'ai débuté infirmière. Je me suis spécialisée infirmière anesthésiste et puis j'ai exercé en tant que cadre dans un établissement, un centre hospitalier général, avant de prendre un poste faisant fonction de directeur des soins à un institut de formation dans un CHU. J'ai ensuite intégré le HESP et j'ai repris un poste en établissement de santé dans les Yvelines sur Poissy-Saint-Germain, Mantes-la-Jolie et Melun-les-Mureaux. Et j'ai la chance de coordonner ces trois établissements de santé avec une équipe de direction des soins très, très dynamique et très riche humainement et professionnellement, et de coordonner aussi les instituts de formation de ces mêmes établissements. Il y a donc une belle dynamique en fait qui est impulsée à la fois par les étudiants, à la fois par les formateurs et à la fois par le terrain. Et finalement, quelque chose de très complet sur le plan professionnel pour pouvoir exercer et faire beaucoup de projets. Alors, en fait, peut-être ce qui caractérise un petit peu mon parcours ou ce qui, moi, m'a beaucoup interpellé dans mon parcours, c'est que j'ai toujours eu finalement l'impression, ou peut-être même la chance, de rencontrer la bonne personne au bon moment. En gros, j'ai rencontré la personne qui m'a inspirée, celle qui m'a fait confiance, celle qui m'a structurée, celle qui m'a bousculée. Alors, c'était jamais la même, hein.
Mais toutes ces personnes-là, elles m'ont fait grandir humainement, elles m'ont fait grandir professionnellement. Et elles m'ont donné cette envie, en fait, d'évoluer constamment et de faire évoluer constamment aussi de la même façon tous les collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé ensuite dans mes différents postes. Parce que finalement, quelle que soit nos intentions et quelle que soit notre façon d'appréhender notre métier, on l'appréhende de manière consciente ou de manière inconsciente, on se modélise un petit peu par rapport aux différentes rencontres qu'on peut avoir dans nos parcours, qui nous enrichissent et qui nous font, quoi qu'il arrive, évoluer. Alors finalement, moi, je suis globalement allée chercher un petit peu partout ce dont j'avais besoin pour pouvoir me sentir bien dans mes missions. Et j'ai une envie permanente d'apprendre des choses, d'apprendre des autres et de me diversifier. Et j'ai globalement deux idées qui en poussent une autre en permanence parce que j'ai toujours envie de questionner mon environnement ou de questionner le monde qui m'entoure. Et à mon avis, c'est probablement ça qui me donne cette envie de travailler sur des sujets innovants. Alors justement, je vais revenir un petit peu sur ces éléments de ton parcours parce qu'avec le prisme de l'innovation, parce que juste pour contextualiser, il y a la notion de curiosité, de créativité qui fait qu'aussi on arrive à rencontrer les bonnes personnes qui nous font grandir, l'envie de faire bouger les lignes, d'apporter de l'amélioration continue, qui est peut-être le point de départ de l'innovation qui apporte une invention. L'invention, c'est j'invente quelque chose qui est nouveau, à la différence de l'innovation qui est j'arrive à la rendre utilisée par un grand nombre de personnes. Et il y a un exemple que j'aime bien citer, qui est celui de Thomas Edison, qui dit d'ailleurs le génie c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration, qui a eu le génie d'inventer l'électricité dans son garage. Et son génie, ça a été de s'appuyer sur les réseaux ferrés pour que l'électricité puisse vraiment être utilisée par un très grand nombre de personnes. Et donc, on va revenir sur ça. Alors déjà, si on revient sur ton parcours d'infirmière, lors de notre préparation du webinaire, tu m'as dit qu'en tant qu'infirmière anesthésiste, animateur, tu étais confronté à beaucoup d'innovations. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu cette curiosité assez jeune et comment tu as eu la possibilité d'innover depuis les débuts de ton parcours en tant qu'infirmière? Quand on est infirmier, je pense que c'est la même chose aussi. C'est vrai que dans le domaine de l'anesthésie ou dans le domaine de la médecine d'urgence où j'exerçais beaucoup quand j'étais infirmière anesthésiste, on est obligé en fait de trouver des petites astuces parfois parce qu'on est dans des situations un petit peu compliquées, en SMUR, au fin fond de la campagne et qu'on n'a pas forcément tout ce qu'on pourrait avoir à l'hôpital pour traiter la même situation et on est obligé de faire preuve d'ingéniosité. Donc finalement, ça nous donne envie en fait de trouver des solutions à tout ce qui se présente devant nous. Ça nous donne envie de créer. Et on invente c'est un petit peu ce que tu disais, hein, on invente des petites solutions. Et puis on se dit que potentiellement ces petites solutions, ben, quand on les répète et qu'on les réutilise, elles fonctionnent toujours. Donc moi j'ai toujours été intéressée par tous les agents qu'on peut avoir dans les services. Hein. Je me projette maintenant beaucoup par rapport à tous les agents que j'encadre. Tout le monde a des idées en fait, et tout le monde essaye un jour dans son service de mélanger un produit avec un autre et de voir comment ça va marcher. De mélanger un robinet avec un autre robinet sur une perf et de voir potentiellement sans qu'il y ait de patient en bout, bien sûr, parce que je sais pas m'écouter. C'est ce que j'allais dire, ça peut faire peur. Surtout pas qu'on pense qu'on a fait des essais cliniques. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours essayé, en fait, avec des dispositifs médicaux, de voir potentiellement ce que je pourrais en faire de différent. Et on a beaucoup de labos qui nous cooptent au quotidien dans nos établissements, qui nous présentent des nouveaux produits. Et on est toujours en fait en train de se demander si ces produits sont vraiment adaptés à notre besoin ou pas à notre besoin. Donc, je crois que c'est cette émulation-là du quotidien hospitalier où on est quand même pas mal exposé aux innovations techniques qui font qu'on peut difficilement passer à côté si on a ce côté curieux et ce côté un petit peu créatif qui fait qu'on est attiré plus que d'autres. D'accord. Alors, justement, c'est aussi un... Donc, j'entends le côté aussi co-construction avec parfois des partenaires externes, des laboratoires, des acteurs du dispositif médical, des startups. On y reviendra. Et donc, moi, j'ai d'abord une question sur la notion de management, hein, parce que c'est aussi un sujet. Comment toi, tu as trouvé ta place en tant que manager quand tu étais promu cadre de santé? Parce que c'est parfois toujours un moment délicat quand on se retrouve à encadrer des équipes qui
qui ont été avant des collègues. Et quels conseils tu donnerais aussi pour ceux qui sont soit faisant fonction de cadre ou qui ont été promus récemment cadre de santé pour bien trouver leur place en tant que manager et favoriser justement cette culture du management agile? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de mode d'emploi, en fait, pour trouver sa posture quand on prend un poste de cadre de santé. Je pense qu'avant tout, c'est chaque situation, en fait, personnelle et professionnelle, qui est unique et qui est très souvent d'ailleurs inspirée par notre histoire et par le vécu qu'on peut avoir dans l'établissement dans lequel on exerce. C'est aussi beaucoup inspiré de notre personnalité et de celle de nos collaborateurs. Moi, j'ai eu la chance de prendre mon poste de cadre dans une équipe d'infirmiers anesthésistes avec lesquels j'avais exercé. J'étais la plus jeune de l'équipe et ils ont porté mon projet avec moi, ils ont travaillé avec moi. C'était un service qui a une dynamique extraordinaire et une équipe vraiment très, très soudée, ce qui fait que les choses se sont faites très naturellement, en fait. Voilà, ils m'ont plus poussé d'ailleurs dans ma posture que moi, je ne l'ai véritablement travaillé, puisque c'est eux qui venaient chercher ce dont ils avaient besoin. Et c'était essentiellement de l'organisationnel parce qu'ils étaient assez autonomes et ils ont beaucoup travaillé sans cadre un bon nombre d'années. Donc, je crois qu'avant tout, en fait, pour n'importe quel manager, mais je ne vais pas apprendre grand-chose à tous ceux probablement qui nous écoutent, mais il faut surtout bien se connaître. Il faut bien se définir, en fait, pour pouvoir manager. Et il faut ensuite apprendre à bien connaître les autres. Et moi, j'ai toujours fait attention à porter vraiment une attention très particulière à chacun de mes collaborateurs, de manière individuelle, de manière collective. Je leur accorde beaucoup de temps parce que je pense que c'est fondamental. D'abord pour vraiment, vraiment bien les connaître, mais surtout pour aller chercher avec eux comment on va pouvoir aller travailler des petits sujets ensemble et pouvoir aller explorer les potentiels qu'ils ont, parce que individuellement, en fait, on a tous des potentiels et il suffit juste d'aller les détecter et ça, c'est notre job, en fait. Et finalement, globalement, moi, ce que je m'autorise assez facilement à faire et un concept que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est de s'autoriser à manager avec ses émotions et surtout avec les émotions de mes collaborateurs, parce que je pense que ça permet en tout cas un meilleur équilibre d'équipe. Et aujourd'hui, globalement, avec ce qu'on vit, je pense que c'est encore plus exacerbé que ça ne l'était il y a 1 an et demi maintenant. Les émotions, elles sont intimement liées à la réflexion, à la prise de décision et du coup, derrière aussi à la créativité. Quand on n'est pas bien ou qu'on ne se sent pas bien, et on le vit tous individuellement, on n'est pas capable de créer, on n'est pas capable d'écrire, on est capable de pas faire grand-chose. Et si nous, en tant que manager, on n'arrive pas en fait à travailler avec ces émotions et à faire preuve d'intelligence émotionnelle, parce que c'est aussi ça le management, je pense qu'on n'arrive pas à travailler de manière efficace avec nos collaborateurs. Donc, pour moi, en tout cas, c'est vraiment la clé de la façon dont on va les amener en fait, à travailler avec nous et en toute confiance. Et c'est une petite révolution parce que là, je crois que tu m'avais dit que lors de ta formation, on t'avait dit de mettre les émotions au placard. Voilà. Donc, ça montre qu'il y a une nouvelle forme de management plus proche, plus connectée à l'humain, à ses émotions. Et donc, il faut aussi savoir travailler avec cela aujourd'hui. C'est vraiment ça. On l'a beaucoup entendu, hein, tous dans nos métiers, on l'a entendu. Hein, tu mets tes émotions au vestiaire, tes problèmes personnels au vestiaire et tu les récupères quand tu as fini ta journée de travail. Je pense que c'est intéressant de l'entendre quand on est étudiant et c'est aussi intéressant de le questionner quand après on est manager et redonner de l'humain dans nos modèles et travailler avec l'humain parce que c'est nos métiers en fait. Et que c'est comme ça qu'on trouve du sens dans ce qu'on va faire, c'est aussi ça une des clés du management agile, hein, parce que ça nous permet d'évoluer en tenant compte de leur environnement et c'est clairement ce qui nous permet d'avancer. On a une question sur comment intégrer de façon concrète la dimension émotion dans le cadre du management d'une équipe. Voilà. De façon concrète, en fait, alors je ne vais pas me répéter en disant qu'il n'y a pas de recette ou qu'il n'y a pas de point clé, parce que tout dépend de l'émotion du moment, puisqu'il y en a plusieurs et qu'on va travailler avec l'émotion du moment. Moi, j'ai testé quelque chose avec mes équipes que j'ai trouvé assez intéressant lors de daily meetings qu'on a mis en place pendant la période du Covid. Je les regroupais tous les matins pendant un petit quart d'heure en utilisant des applications telles qu'on utilise là, hein, Zoom, nous c'était Teams à l'époque. Et je leur demandais leur humeur du jour, de 0 à 10.
Et globalement, l'humeur du jour me permettait, en fonction de la note qu'avaient attribuée les cadres avec lesquels je travaille au quotidien, sur 1, 2 ou 3 journées, de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'allait pas bien. Alors, c'est souvent assez difficilement perceptible dans une note. Hein. On passe de 6, 7 à 4, 5, mais on sent que petit à petit, l'humeur du moment s'altère. Et c'est sur cette humeur du moment qu'il faut aller travailler. Donc, moi, je me rapprochais quand c'est comme ça, de manière assez transparente de la personne concernée pour échanger, en fait. C'est naturel, en fait, hein, l'émotion dans notre quotidien humain, même personnel, hein, notre sphère familiale. Ça fait partie de la façon avec laquelle on aborde la vie, en fait. Il n'y a pas de raison que ce soit différent au travail. Alors, justement, tu parlais de petits groupes du matin, donc ça peut être la place pour l'émotion, et aussi sur la notion d'agilité. Et donc, est-ce que tu as des exemples concrets d'innovation, de projets innovants que tu as mis en place ou que voilà, tu as déployé au sein de ton GHT qui ont bien fonctionné ou d'autres qui ont moins bien fonctionné et qu'est-ce qui a fait que ça marche parce que le but aussi, c'est de vraiment donner des exemples concrets pour nos participants et nos participantes. Et n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions. Alors, on a mis en place plusieurs petits sujets innovants, enfin plusieurs petites innovations au niveau technologique et au niveau managérial. Peut-être au niveau technologique, puisque c'est en première intention ce qui nous parle, et puis c'est assez sympa au niveau intellectuel aussi. On a travaillé à plusieurs solutions. Alors, la toute première solution qu'on a déployée en termes d'innovation, c'est la réalité virtuelle. L'utilisation de la réalité virtuelle dans les soins douloureux pour diminuer l'anxiété des patients. Et on l'a aussi utilisé pour les professionnels dans le cadre de leur bien-être pour couper un petit peu les journées de travail au moment de la pause déjeuner et leur permettre de mieux reprendre la deuxième partie de leur journée après l'utilisation de la réalité virtuelle. Donc, c'est un dispositif qui a très, très bien marché au moment où on l'a implanté. D'abord parce que c'était la mode, en fait. La réalité virtuelle, dans notre quotidien, on l'utilise pour plein de choses, hein, pour les jeux vidéo. On l'utilise de plus en plus dans les établissements de santé pour le volet douloureux ou le volet anxiété. Et comme c'était la mode, tout le monde a eu envie de jouer. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. Et on a eu énormément de services qui nous ont fait des projets qui nous laissaient entendre que ça pouvait fonctionner longtemps et de manière durable. Donc, on l'a implanté dans l'établissement. Et puis, crise Covid aidant, on a un petit peu perdu le fil de ce projet et on a aussi surtout perdu le fil de la proximité dans l'accompagnement du projet tel qu'on peut l'avoir quand on déploie une solution innovante. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment une équipe qui m'entoure, mais peut-être qu'on en parlera derrière, qui suivent de manière très, très près les projets et leur déploiement sur l'établissement, qui aident à les implanter dans les services de soins et qui suit les équipes aussi pour toute l'amélioration qu'on peut proposer. Et là, on a un peu lâché parce qu'on était un petit peu plus distant de ces sujets-là et un peu plus distant du terrain, en tout cas de cette préoccupation au moment du Covid. Et du coup, on a perdu un peu de vitesse sur la réalité virtuelle. Donc, on a dû retravailler avec la startup qui nous accompagne pour relancer une campagne de communication et de proximité. On a lancé une campagne de 6 mois et on va voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Peut-être que c'est passé de mode, en fait. C'est aussi ça, l'innovation. Se dire qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui a marché un certain temps et puis qui marche peut-être différemment à un autre moment. En tout cas, on l'a relancé avec d'autres projets derrière. Et des projets de recherche par ailleurs. Et on espère qu'avec cette dimension projet de recherche, ça va potentiellement reprendre un petit peu de dynamisme. Et puis des projets qui fonctionnent bien. On en a un qui est en cours de déploiement, là, qui est une solution d'appel malade interactif qu'on travaille avec la startup Hospitalink. Alors, c'est une solution qu'on a connue il y a un peu plus d'1 an, avant le Covid, et qui a pris tout son sens du fait de la crise Covid, en fait. Et du coup, c'est vraiment important, en fait, cette notion d'analyse de besoins quand on veut aussi implanter une solution innovante. Il y a 1 an et demi, j'étais curieuse de cette solution hospitalière. Et quand ils m'ont contactée, je me suis dit que c'était peut-être intéressant, effectivement, d'avoir un autre modèle d'appel malade que l'appel malade classique et que le fait que cette solution nous permette aux soignants de graduer la réponse à la demande du patient, c'était intéressant. Pendant le Covid, finalement, ça s'est exacerbé parce qu'on rentrait un petit peu moins dans les chambres des patients. En tout cas, pour être sûr que je m'exprime clairement, on faisait en sorte d'éviter les allées et venues répétées dans les chambres des patients, notamment les patients infectés.
Et pour autant, ils avaient besoin d'énormément de présence parce qu'il fallait les rassurer et c'était fondamental que le soignant puisse être en contact direct avec eux. Et du coup, cette solution en tant que telle, son besoin s'est vraiment exacerbé. Là, c'est en plein déploiement dans 3 services. Et dans celui qui est le plus en avance, ça fonctionne très, très bien. Avec une très grosse proximité de l'équipe projet de l'établissement qu'on a désigné et de la start-up qui est sur le terrain aussi de manière très présente. Donc, je pense qu'en termes de facteurs de réussite, quand on veut implanter une solution, il y a l'analyse du besoin, c'est sûr. Il y a le contexte, bien évidemment. Et il y a notre capacité aussi à nous à lever les freins de l'installation d'une solution innovante dans un établissement de santé. Et il y a aussi tout ce qu'on va mettre autour en termes d'équipe projet qui va aider à l'implantation de la solution. Alors justement, tu parles de comment, enfin, de lever le frein et d'équipe projet. Donc, il y a effectivement, il y a le lancement qui est bien sûr très important, s'assurer qu'on adresse un besoin pertinent. Et donc, comment on fait pour lever les freins? Parce qu'il y a ce qu'on appelle souvent des pionniers, ceux qui aiment l'innovation, qui adhèrent, qui sont souvent une minorité d'ailleurs. Et ensuite, des personnes qui suivent et d'autres qui freinent un peu des cas de fer parce qu'ils ont des craintes qui sont certainement et souvent légitimes et qu'il faut arriver à lever. Donc, comment on fait pour embarquer les équipes dans un projet innovant, même quand on a des personnes un petit peu moyennement convaincues ou d'autres qui sont un peu plus dans la résistance? C'est comme pour tout projet, en fait, au-delà de l'innovation. On a tout le temps un groupe de personnes qui va nous suivre parce qu'ils sont intéressés, que ce soit par l'innovation, que ce soit par le projet. On a un groupe de personnes au milieu qu'on va potentiellement réussir à convaincre. Et puis, on a un groupe de personnes qu'on n'arrivera pas à convaincre et qui vont regarder ce qui se passe avec malgré tout une forme de curiosité pour être sûr de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et donc, il faut surtout embarquer ceux qui sont faciles à convaincre parce que la particularité de l'innovation, en fait, et de l'innovation à l'hôpital, c'est qu'on a besoin que ça aille vite. De l'idée au produit final ou de l'idée au déploiement de la solution dans l'hôpital, si ça prend plus d'1 an, en fait, on perd le fil de la solution et surtout, elle n'est plus adaptée aux besoins. Donc, ce n'est plus le moment de la sortir. Donc, on a vraiment besoin en fait, d'aller embarquer ceux qui vont être convaincus et ceux qui vont nous suivre de manière assez facile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin de structurer, et c'est ce qu'on a fait nous au sein d'une cellule d'innovation qu'on a créée sur l'établissement de Poissy-Saint-Germain et qu'on a étendu à la direction commune, c'est de créer les conditions qui vont permettre à l'équipe qui va gérer le projet de se faciliter la vie et d'avoir le sentiment qu'il n'y a pas de contraintes. C'est compliqué l'innovation à l'hôpital parce que travailler avec un produit qui n'est pas référencé au marché public, c'est compliqué à implanter. Ça prend du temps parce que quand on travaille des conventions au niveau juridique, il y a énormément de sujets et de freins à lever et qu'il faut être bien entouré. Donc, il faut en fait que cette cellule d'innovation, elle donne au groupe projet qui a envie de travailler tous les moyens pour que tous les freins juridiques, les freins de marché, les contraintes de budget, hein, parce que l'innovation, on n'a pas forcément de budget dédié à ça, que tout ça se soit levé. Donc, la cellule innovation qu'on a créée, nous, elle a toutes ses ressources. Elle a les ressources administratives, juridiques, technologiques avec la direction du numérique. Elle a des ressources médicales, des ressources paramédicales. Et elle s'organise pour avoir une veille permanente sur les appels à projets, pour aller chercher des financements et pouvoir avoir toujours un projet sous le coude au moment où il y a un appel à projet qui va sortir. Comment est organisée cette cellule d'innovation? Combien de personnes y travaillent? Comment vous travaillez avec les startups ou les partenaires externes sur des projets innovants de manière assez concrète? Alors, elle a été mise un peu en mode pause, on avoue, comme beaucoup de sujets pendant la crise Covid. Mais globalement, il y a une quinzaine de personnes qui la composent. Alors, la première étape de la cellule d'innovation, ça a été de structurer tous les documents qui vont permettre de recenser les projets qu'on a dans l'hôpital. Notre plus gros problème, en fait, c'était de savoir quels étaient les projets individuels ou collectifs qui existaient dans l'hôpital. Et donc, on a créé une boîte mail unique avec des fiches projets qu'on a très largement diffusées, qui permet finalement à un agent de se dire j'ai une idée, je ne suis pas sûre qu'on puisse la concrétiser,
mais j'aimerais bien être accompagnée dans cette idée-là parce que potentiellement, elle peut m'amener à tel ou tel objectif. La cellule d'innovation récupère cette fiche projet, l'étudie en son sein avec les 15 personnes de la cellule. Si besoin, on s'associe avec des experts du sujet, bien sûr, parce que on n'a pas toutes les compétences dans tous les domaines et il faut s'associer avec des experts. Et on fait un retour à la personne qui a une idée sur la faisabilité ou pas de sa solution. Et on lui propose soit des appels à projets pour la financer s'il y a besoin de financement, soit un accompagnement bibliographique si ça manque un petit peu de bibliographie, soit de mettre en relation avec des startups que nous, on va coopter parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on voit passer autour de nous, on essaie de coopter pas mal de startups. Donc ça, c'est la façon dont elle est organisée. Et puis, on lance à peu près une fois tous les 2 mois des ateliers de l'innovation sous forme de demi-journée. Et on invite les startups qu'on a été référencées ou qu'on a été cooptées parce qu'elles sont en phase avec des projets qui sont en attente sur l'établissement. On invite les porteurs de projets ou ceux qui ont eu l'idée au départ et on met tout le monde en relation au moment de l'atelier de l'innovation. On questionne la startup et on se réunit ensuite pour savoir si on pousse ou pas le projet. Alors, il y a une question là-dessus qui est intéressante, c'est comment on embarque la direction dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives par service et la direction peut être parfois un peu loin des besoins du terrain. Et donc, comment on arrive à en faire un vrai projet d'établissement structuré avec aussi la direction qui devient un allié porteur de l'innovation, tout en ayant cette notion qui est propre au management agile, hein, qui est le fait de favoriser l'autonomie dans l'innovation des acteurs du terrain. La chance qu'on a, nous, c'est qu'on a une équipe de direction qui est vraiment très à l'aise sur l'innovation et qui veut vraiment faire beaucoup de choses dans le domaine. Moi, je me suis associée avec le secrétaire général de l'époque, mais aussi celles et ceux qui ont pris son relais depuis, sur l'innovation en disant finalement, c'est pour nous aussi un levier d'attractivité. On avait des difficultés de recrutement, comme dans pas mal d'établissements d'Île-de-France. On a fait des groupes de travail avec les équipes et on les a beaucoup questionnés. Et médecins comme paramédicaux, la première chose qu'ils nous ont évoquée, c'est que l'innovation était pour eux un des moyens d'attirer de jeunes professionnels et de les fidéliser parce que ça nous démarquait en fait d'un autre établissement. Donc on est parti de ça et du coup c'était assez facile de convaincre mes autres collègues de l'équipe de direction, notamment mes collègues des RH qui sont vraiment sur le même modèle, avec en tout cas la même envie, la même curiosité. Mais on s'est dit on va travailler l'innovation sous l'angle de l'attractivité au départ et je les ai tous embarqués en fait assez facilement, en m'associant aussi avec la direction du numérique. C'est des collègues qui sont très sensibles en fait aux innovations technologiques et qui ont parfois un temps d'avance, même très souvent un temps d'avance sur nous parce qu'ils ont en tête plein de solutions. Et cette émulation en fait avec chacun notre approche fait que globalement on a apporté le projet de manière collective. Alors imaginons que vous ayez un projet à mettre en place. Là, il y a dans un service donné je sais pas, un binôme chef de service cadre de santé ou même des équipes qui viennent vous voir pour lancer un projet. Concrètement, comment ça se passe? Quelles sont les étapes clés pour que le projet puisse être validé ou pas et puisse voir le jour? Concrètement, fiche projet, c'est vraiment la même pour tout le monde et c'est la même pour tous les projets qui existent dans l'hôpital, même pas forcément des projets innovants, qu'on a référencés et qui est accessible très facilement pour l'ensemble de nos professionnels. Ils saisissent la fiche projet qui est pareil, très simple, parce que au départ, c'est une fiche idée. Hein. L'idée, c'est que ce ne soit pas une usine à gaz et qu'ils n'aient pas fait tout le travail au départ et qu'ils n'aient pas, encore une fois, l'impression que c'est compliqué, en fait, l'innovation. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fiche projet, du coup? Eh ben, on leur demande un petit descriptif du projet de manière très simple. Quels sont les objectifs qu'ils ont à ce projet? Quel calendrier de déploiement globalement ils ont en tête pour voir un petit peu la façon dont le projet pourrait se construire, avec qui ils se sont associés dessus, est-ce qu'ils ont déjà référencé des solutions qui pouvaient permettre d'arriver à leur projet ou pas,
et s'ils ont une estimation du budget potentiellement mobilisable pour ce projet, parce que parfois, il y a une idée assez précise du budget. Et la dernière partie de la fiche qui me semble intéressante, c'est on leur demande quel est leur besoin auprès de la cellule innovation et ce qu'ils viennent chercher dans leur demande. Est-ce que c'est un besoin scientifique, biblio, financier, technique ça nous permet ensuite, nous, après, en staff de cellule d'innovation, d'aller traiter directement le besoin précis en fait, qui nous est remonté. D'accord. Alors, justement, ça fait l'écho à une question que j'ai reçue. C'est une fois que le projet, du coup, est validé, comment est constituée l'équipe projet innovation? Alors ça, c'est aussi les clés du management agile. Hein. C'est eux qui constituent leur équipe projet, en fait. Et c'est eux qui vont mener l'intégralité du projet. Nous, on est vraiment en appui, encore une fois, pour lever les obstacles et pour leur faciliter la vie, mais on les laisse faire du début à la fin. À partir du moment où on l'a validé, c'est qu'on a considéré qu'il avait une plus-value soit pour eux, soit pour les usagers, soit pour l'établissement de manière plus large. C'est que l'intégralité du projet tel qu'il nous a été présenté est conforme aussi aux valeurs de l'établissement, ça c'est important. Et après, on les laisse mener leur projet du début à la fin, sauf s'ils rencontrent des contraintes particulières et qu'ils ont besoin d'aide. Et une question de Lucien, justement, sur la continuité du projet, c'est comment vous communiquez sur les projets retenus dans l'établissement et peut-être aussi sur leurs avancements, leur progression ou parfois s'il y a des difficultés de pouvoir le connaître. Je pense que là-dessus, pour le coup, on a une petite marge d'amélioration encore sur ce sujet-là. On communique beaucoup dans les instances, que ce soit les instances médicales, que ce soit les instances paramédicales, hein, la commission de soins infirmiers et de rééducation médico-technique, la commission médicale d'établissement. On donne beaucoup d'informations en fait sur les différents projets, sur le suivi des projets avec un tableau de suivi en fait qui permet à chacun de voir que ça fonctionne aussi, parce que ça c'est important, hein, que les gens aient en tête que le projet qui est débuté, il se termine et qu'il est mis en place. On communique en assemblée générale cadre de santé, par exemple, ou en assemblée générale tout cadre, et puis on communique sur intranet, sur les différents projets qu'on peut mener. Mais je pense qu'il faut qu'on formalise un petit peu plus la communication de manière à ce qu'elle s'automatise un peu plus et qu'on ne loupe pas en fait une étape de valorisation des projets, parce que c'est à la fois important pour les porteurs de projets et c'est aussi important pour ceux qui se rendent compte que finalement, on peut faire quelque chose parce que ça donne envie, en fait. Alors, il y a un point que j'ai trouvé très intéressant que tu as partagé dans la préparation de notre webinaire, c'est se questionner sur le bien fondé des projets d'innovation avec plusieurs catégories de personnes qui étaient interviewées, des patients, des professionnels de santé, des étudiants, des équipes managériales, et pour faire ressortir les besoins et les problématiques. Donc ce que j'entends là, c'est que vous avez quand même, et c'est en lien avec cette notion un peu de management agile et de dynamique participative, vous vous intéressez vraiment aux problématiques de plusieurs corps de métier ou de plusieurs organes essentiels à l'hôpital, dont bien sûr le patient qui est au cœur de l'établissement de santé. Comment vous faites pour justement mener cette dynamique de questionnement, de curiosité, faire remonter les informations? On a cette chance, hein. C'est un petit peu ce que je disais en introduction, on a cette chance d'avoir à la fois des instituts de formation avec 900 étudiants sur deux campus de formation, toutes formations paramédicales confondues. Et du coup, c'est très, très riche parce que pour le coup, les étudiants, ils se questionnent vraiment énormément du début à la fin de leur cursus. Et puis, on les a en stage et ça, c'est intéressant aussi. Et on a la chance aussi d'avoir une équipe sur les 3 établissements de la direction commune très riche et très diversifiée avec des histoires différentes. Donc, ils ont tous une approche différente du sujet. Et ça nous permet parfois de nous dire, mais finalement, on n'a peut-être pas été travaillé jusqu'au bout notre étude de besoin parce que ce qu'on va vouloir implanter à Poissy-Saint-Germain, c'est peut-être pas forcément le besoin de Meulan-les-Mureaux. Pour autant, nous, on aurait voulu que tous les établissements en bénéficient. Donc, on a vraiment cette chance d'avoir tout ce panel d'usagers à notre disposition, qu'ils soient usagers de la santé ou qu'ils soient nos usagers professionnels ou nos usagers étudiants.
et de pouvoir les questionner assez facilement, pas tant sous forme de questionnaires massifs envoyés avec des retours, c'est vraiment pas l'esprit. On est sur du questionnement dans les réunions d'équipe, les réunions de service, les réunions de pôle. Ça remonte aux cadres de pôle. Les cadres de pôle font des synthèses, nous les transmettent en réunion quand on est tous ensemble de direction des soins. On est sur un modèle où on va chercher dans les micro-organisations en fait, tout ce qui a été remonté par les agents, source d'inspiration. Et puis après, il faut, et c'est ce qu'on fait tous dans notre quotidien, en fait, il faut être attentif. Il y a plein de choses dans notre vie professionnelle qui sont utilisables. Vous allez au self, vous constatez qu'il y a un fonctionnement qui vous paraît peut-être pas forcément adapté et que vous avez peut-être une idée qui permettrait que ça se passe mieux. Et ben, c'est aussi à vous d'aller voir le responsable du self et de lui dire, mais tiens, qu'est-ce que tu en penses si on met ça en place? Est-ce que tu penses que c'est intéressant, pas intéressant? Vous laissez l'idée, en fait, puis vous partez. Il revient vous voir parce que vous savez que ça va germer et qui va s'y intéresser. Et il revient vous voir 2-3 mois après en vous disant tu sais, la petite idée de départ que tu m'as donnée, elle était pas mal. Par contre, je l'ai affinée et j'aimerais bien travailler ça, puis ça, puis ça. Et c'est parti, en fait. Et je trouve que c'est aussi une des clés du management agile ou du management agile de l'innovation, de donner vraiment au terrain cette opportunité de travailler l'innovation de manière très décentralisée parce qu'eux seuls connaissent leurs besoins. C'est de lancer une petite idée, de faire germer en fait un peu comme une petite plante et puis d'attendre. Elle revient tout le temps en fait. Parce qu'on sait les personnes qu'on va aller mobiliser et on sait que forcément ça va se déployer. Je me permets de rebondir juste là-dessus parce que c'est quelque chose d'essentiel aussi qu'on voit dans l'écosystème des startups. C'est la notion de tester et d'apprendre de manière itérative et de se donner aussi une règle d'or, c'est de se donner le droit à l'échec. Et ce n'est pas du tout naturel dans notre culture parce que voilà, on veut toujours tout faire bien et ce n'est pas toujours très valorisé. Et je pense que ça a changé depuis quelques années, notamment avec l'écosystème et les transformations et les crises aussi, y compris la pandémie actuelle, donnent aussi à obliger à faire complètement différemment avec parfois des innovations, des élans créatifs très pertinents des équipes soignantes. Et bien sûr, bon, quand il y a un patient au bout du fil, il y a une responsabilité qui fait que naturellement, le droit à l'erreur est beaucoup plus compliqué. Mais quand on parle de projet d'innovation, le droit de se planter, entre guillemets, c'est une règle assez essentielle. Quelle est ta perspective là-dessus, Sandrine? Est-ce que tu communiques là-dessus? Est-ce que tu valorises aussi l'échec dans certains cas? Oui. Mais bien sûr, mais c'est ce qui est chouette en fait, le droit à l'échec. C'est la partie la plus intéressante en fait. On ne perd rien à échouer en innovation, en tout cas en innovation technologique. En innovation managériale, on prend un petit peu plus de risques quand on se plante parce qu'on embarque un petit peu plus de monde. Mais en innovation technique, on ne perd pas grand-chose en fait à échouer avec une solution en laquelle on croyait et qui finalement n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait et elle ne fonctionne pas et elle ne se déploie pas, tant pis. Et je trouve que c'est ce qui est vraiment très, très intéressant. On peut tester, on peut faire évoluer les solutions. C'est aussi ce qui est très riche avec les startups. Hein, c'est que souvent, on construit aussi un petit peu avec eux leurs solutions, on les fait évoluer, on les fait avancer. Et puis, on se rend compte si ça marche, si ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, en fait. Et ce n'est pas grave à l'instant T. Et je suis assez persuadée que peut-être qu'à l'instant T, plus 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, cette même solution, elle peut revenir sur le marché. Avec d'autres personnes, avec un autre moment, d'autres besoins du coup identifiés et elle peut prendre. Donc je trouve que c'est aussi ce qui est assez challengeant dans l'innovation, c'est qu'on a le droit de se planter et que c'est assez sympa. En fait. Super. On va juste faire une toute petite pause, le temps que vous puissiez écrire toutes vos questions auprès de Sandrine pour aussi stimuler la participation du public. Il y a juste une question qui a été posée par Jean. Est-ce qu'il sera possible de communiquer la fiche projet innovation de l'établissement à nos participants et participantes? Ah oui, pas de souci. Super. Bon, merci beaucoup, Sandrine. Donc, en attendant que vous posiez tous et toutes vos questions, donc en quelques mots, petite
Voilà, donc Chakari, nous, on est la première plateforme d'accompagnement professionnel 100% dédiée aux acteurs du monde de la santé. On a déjà accompagné plus de 138 professionnels de santé avec des notes de satisfaction de 4,8 sur 5. Et voilà, on est aussi ravis de participer à l'innovation managériale en démocratisant l'accès à des dispositifs d'accompagnement pour le plus grand nombre d'acteurs de santé. Voilà, donc c'était la petite page publicité. Et je vais prendre les questions du public. N'hésitez pas à les poser. Ah, une question sur le... Quelle est la source du budget dédié au projet? Alors, et la source, c'est-à-dire comment on finance les projets, c'est ça? Comment on les finance? Je pense que oui, à mon avis, ça doit être sur le côté... C'est une question qui a été posée par Baram. Oui, c'est ça. Ouais. Confirme. Alors, il y a plusieurs modes de financement. Il faut être patient pour le coup, pour le financement des différents projets. Il y a pas mal d'appels à projets qui sortent dans différents domaines. Il faut avoir une veille en fait sur ces appels à projets. On a, nous, déjà référencé quelques sites qui nous permettent d'aller les chercher. On a été beaucoup accompagnés dans la démarche d'innovation par l'Absanté, qui est une association qui a été créée par la RSI de France. Et du coup, l'Absanté aussi nous donne quelques informations sur des appels à projets qui passent. Sur des développements de projets innovants. On a la chance d'être dans une région en Île-de-France où à la fois le Conseil régional et à la fois l'ARS lance aussi beaucoup d'appels à projets pour promouvoir et développer l'innovation, tant managériale d'ailleurs que technologique. Donc, il faut vraiment assurer cette veille-là et avoir tous les projets sous le coude pour les sortir quand le projet correspond à l'appel à projet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est la crise Covid qui nous a aussi beaucoup aidé à ça, c'est qu'on a eu beaucoup de professionnels ou de personnes à titre individuel qui ont souhaité pendant la crise Covid faire des dons à l'hôpital. Et donc, on a été accompagné par un cabinet à la création d'un fonds de dotation. Et une des missions du fonds de dotation est de financer les projets dédiés à l'innovation ou à la recherche. Donc, on a validé là tous les statuts juridiques du fonds de dotation et on va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour que les projets qui nous ont été recensés au sein de la cellule innovation soient présentés au fonds de dotation et que les membres du fonds de dotation valident ou pas le financement par les donateurs qui nous ont versé jusque-là des dons pour les financer. Et ça, c'est une structure juridique du coup qui est vraiment intéressante. On a gardé les mêmes fiches projets, on a gardé les mêmes présentations, encore une fois, pour que ce ne soit pas compliqué. Et il y a un lien entre la cellule d'innovation et le fonds de dotation, puisque tous les projets qui nous sont remontés, on les transfère au fonds pour études de financement. Merci. Alors, une question technique aussi. Peut-être, là, j'ai présenté la perspective sur le management agile avec l'image que j'ai partagée au début du webinaire, mais c'est l'occasion d'écouter ta définition à toi, Sandrine. Comment tu définirais le management agile? Déjà, peut-être globalement la méthode agile en règle générale. C'est vraiment un ensemble de comportements, de réflexes ou une façon de travailler qui vont nous permettre de nous adapter à différents changements. Ça a été très exacerbé pendant la crise Covid parce que cette façon de s'adapter à différents changements, ça fait partie globalement de notre métier en fait. Aujourd'hui, à l'hôpital, il n'y a rien de nouveau. L'hôpital, il évolue à une vitesse vraiment très, très grande. Et la complexité de ces évolutions, la complexité de ces changements fait qu'on doit adapter nos modèles managériaux en permanence. On doit adapter nos réponses à ces changements en permanence. Et c'est cette forme d'agilité en fait, managériale qu'on va aller chercher face à un environnement qui ne fait que bouger et sur lequel on est censé déjà avoir 5 à 10 ans d'avance pour ne pas subir cet environnement en fait, et pour être un peu proactif sur le sujet. Donc, c'est vraiment, à mon avis, une façon d'être en fait, l'agilité, un comportement de manière globale, avec globalement quelques piliers en fait, qui sont intéressants. Le pilier de la flexibilité et de notre capacité en fait à absorber ces changements, à les prioriser, à les traduire, à les réimpulser,
à aider nos équipes à mieux vivre ces changements. Et l'avantage du mode agile, en fait, c'est qu'on n'a pas un plan d'action qui est vraiment prédéfini. On ne va pas déployer un projet en disant septembre, on le débute et septembre d'après, il est terminé. Le mode agile fait qu'on modifie en permanence en fait, nos projections, nos plans, parce que l'environnement change et qu'on saisit une opportunité et qu'on fait autrement. Donc, cette flexibilité, à mon avis, c'est un des éléments fondamentaux du management agile. L'adaptabilité, l'adaptation, mais ça, vous l'avez compris par rapport à tout ce qui nous permet de mieux vivre notre environnement, de mieux percevoir notre hôpital, de mieux percevoir les équipes avec lesquelles on travaille, et puis d'améliorer de manière continuelle aussi notre capacité à manager, à décentraliser le management pour le positionner vraiment au plus proche du terrain, et pour que l'ensemble des sujets soient portés par les acteurs mêmes de l'hôpital, en fait, et à ne pas imaginer en fait que, mais je pense que je vais prêcher quand même beaucoup de convaincus parmi toutes celles et ceux qui nous écoutent, mais ce n'est pas nous qui avons la pensée unique en fait, c'est bel et bien les professionnels de terrain dans leur globalité qui ont un modèle de pensée individuel, à nous de mettre tout ça en musique et d'orchestrer tout ça, et c'est vraiment ça le management agile, c'est orchestrer toute cette complexité qui nous entoure pour donner du sens et pour que le terrain soit notre principale source d'inspiration. En fait. Merci beaucoup. Une question de Myriam. Est-ce que tu as, Sandrine, un exemple d'innovation managériale à partager, mise en place au sein du GHT Yvelines Nord? Alors, on en a un qui est, moi, que je trouve assez sympa. On a beaucoup, et c'est encore une fois en lien alors avec le Covid, mais surtout en lien avec les nouvelles générations qui arrivent un petit peu dans nos établissements de santé et qui ont d'autres envies. Et leurs envies aujourd'hui, en fait, c'est de se dire, moi, je ne sais pas très bien où je veux exercer. J'ai envie de découvrir plusieurs services parce que je ne sais pas si je veux faire de la pneumo, de l'AREA ou des urgences. Puis j'ai aussi un peu envie de choisir mon planning parce que je n'ai pas vraiment envie de travailler le week-end, je n'ai pas vraiment envie de faire de nuit. Et puis pourquoi pas travailler un peu sur Poissy, un peu sur Mantes, un peu sur Meulan, parce que chaque établissement a son histoire et a sa façon d'exercer. Donc on a travaillé à un modèle managérial qui globalement va permettre à nos agents de notre pool interne rattaché à la direction des soins de choisir leur planning sur un modèle de planning à la carte, en respectant bien sûr les obligations mensuelles de travail telles qu'on l'attend pour tout agent public, de choisir le service où ils veulent aller exercer et de le choisir sur l'ensemble des 3 établissements de la direction commune. Donc, en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on a trouvé assez innovant, qu'on a travaillé avec les équipes et qu'on a travaillé avec un des agents concernés qui nous a dit, écoutez, moi, franchement, les contraintes de planning qui me sont imposées par mon poste aujourd'hui ne me conviennent pas et du coup, je vais aller faire de l'intérim. Et le je vais aller faire de l'intérim nous a beaucoup questionné et on s'est dit on va leur proposer flexibilité de planning, flexibilité de service, flexibilité de site d'exercice et du coup une richesse intéressante, encadrée, sécurisée parce qu'il y a des cadres qui vont accompagner l'évolution de leurs compétences. On va les former sur chacun des sites comme savent très bien le faire les cadres des cellules de remplacement. Donc ça, c'est une innovation managériale que je trouve intéressante. On a beaucoup travaillé avec nos DRH et notre directeur de site et notre directrice générale. C'est un super exemple parce que c'est un des points de rupture très importants sur la notion de j'ai l'impression qu'on m'impose tout et que je ne peux pas forcément choisir et j'ai l'impression d'être un pion d'un service à un autre. En tout cas, c'est des irritants que j'avais beaucoup entendus quand j'avais fait ma mission d'observation à la PHP et donner cette liberté aux équipes, c'est un très bel exemple d'innovation, bravo. On va prendre peut-être une dernière question avant de conclure avec le partage des enseignements clés. Alors, ah oui, alors, question, comment gérez-vous les droits d'auteur, les brevets lorsqu'une innovation émerge dans les équipes? Question un peu technique, juridique. Au moment, on n'en est pas encore arrivé là, effectivement, mais à un moment donné, c'est probablement quelque chose qu'on va travailler. En fait, ça nous a interpellés, ça, parce que
On a une équipe d'un des secteurs de soins critiques de notre établissement. Quand je vous disais tout à l'heure, on travaillait un peu sur des robinets, on les mettait côte à côte et on regardait comment ça pouvait fonctionner. On a une équipe d'un secteur de soins critiques qui avait travaillé à un montage sur une voie centrale de manière à ce que les drogues et les différentes thérapeutiques puissent être administrées en toute sécurité et de manière très claire pour les agents. Ils ont beaucoup bossé là-dessus. Et puis, il y a un labo qui est passé par là, qui a trouvé leur idée sympa et qui l'a développé, qui l'a breveté. Donc, du coup, on s'est quand même rendu compte qu'on avait un vrai sujet là-dessus et que potentiellement, sur les idées de nos équipes en tant que telles, quand ils développent quelque chose ou qu'ils construisent quelque chose, qu'ils l'inventent, nous, on doit s'organiser pour pouvoir les accompagner potentiellement sur des dépôts de brevets, mais là, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. Mais autour de nous, on est plutôt bien entouré, même aussi sur ces sujets-là. On travaille avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui est assez à l'aise sur ces sujets, puisqu'ils montent beaucoup, beaucoup de projets innovants. Et donc, ils nous guident sur la méthodologie. Je pense que quand ce sera le bon moment, on le fera. Merci beaucoup à tous les participants et participantes pour vos questions. On aime bien terminer ces webinaires avec trois enseignements, je vais y arriver, clés à partager avec vous pour que vous puissiez les mettre en pratique, sur lesquels on a travaillé, donc, qui viennent de Sandrine. Donc, Sandrine, je te propose de les partager. La notion de détecter les pépites et déléguer pour favoriser l'émulation collective. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que tu entends par pépite? Moi, j'aime beaucoup utiliser ce terme parce que quand j'utilise le terme de pépite, en fait, c'est vraiment un petit peu comme les pépites d'or. C'est-à-dire on met des mois, des semaines, des années, des dizaines d'années à aller chercher. Elles sont parfois invisibles, on ne les voit pas comme ça de manière directe. Il faut vraiment aller creuser, il faut aller les chercher très, très loin. Mais on détecte chez eux quelque chose, une petite lumière, une petite étoile, une petite étincelle, et ça, c'est vraiment notre job. Il va nous permettre de dire, avec cette personne, je peux aller travailler ça parce que vraiment, fondamentalement, je sais qu'elle va pouvoir le porter et je sais qu'elle va pouvoir, autour d'elle, attirer du monde et embarquer du monde dans les différents sujets. Donc, moi, j'aime beaucoup, en fait, aller détecter les petites pépites qu'on peut avoir dans nos environnements, quels qu'ils soient, et éveiller chez eux de la curiosité, lancer une petite idée et voir comment ça marche. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc, les pépites de personnes, à tous nos participants et participantes, on vous encourage à faire le tour de vos collègues, de ceux que vous ne connaissez pas forcément, et d'essayer de détecter 3 pépites les 2 prochains mois. Voilà. C'est le défi Chakari. Premier défi, voilà. Deuxième, donc, la notion d'évoluer, ne rien laisser figer, se servir de l'histoire et du contexte comme levier. Ouais. Mais vraiment, moi, je pense que tous ceux qui nous entendent l'ont compris. Moi, je déteste la routine, en fait. J'aime pas quand les choses sont normales. Et j'ai vraiment besoin que les choses bougent autour de moi. Alors, elles bougent déjà suffisamment sans que j'ai à le faire. Mais en tout cas, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est de rien laisser en l'état et de toujours questionner tout ce qu'on fait, toutes nos pratiques, globalement, vraiment toutes nos pratiques, qu'elles soient managériales ou qu'elles soient techniques. Et puis se servir de l'histoire et du contexte comme levier. Alors, c'est très répétitif parce qu'on le dit tous beaucoup et on l'entend beaucoup à la télé, mais c'est vrai que le Covid, au-delà du côté dramatique de cette pandémie telle qu'on a pu le vivre dans nos établissements, parce que ça a été et c'est encore très compliqué pour nos professionnels, s'en servir comme levier pour travailler autrement et ne pas travailler comme avant, je pense que c'est fondamental en fait. Et c'est en ça que ne rien laisser figer, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On parle d'innovation managériale, effectivement, rien que le fait de faire le bilan sur qu'est-ce qui était dur pendant cette période de Covid, quels ont été les apprentissages et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place comme action au regard de tous ces apprentissages. Ça, c'est de l'innovation managériale très simple. C'est quelque chose que tous les managers, quels que vous soyez, vous pouvez faire avec vos équipes. Et donc, voilà un deuxième défi qu'on vous propose. Le troisième, du coup, positionner l'intelligence collective au cœur de nos modèles managériaux en capitalisant sur l'humain et ses possibilités. Oui,
C'est le cœur de notre métier, en fait, l'humain. On travaille pour l'humain, avec de l'humain. On est des êtres humains. Et donc, si on ne capitalise pas sur l'humain, on n'a rien compris à notre mission, en fait. Donc, il faut vraiment, vraiment se servir de cette approche. Il faut vraiment se servir de ce que chacun va nous apprendre à titre individuel pour en faire de l'intelligence collective parce qu'on a une vraie force, en fait, si on travaille comme ça. Et c'est infini, le potentiel humain est infini. Voilà, j'aime bien dire aussi, il y a des jours où on est à 70% de son potentiel et des jours où on est à 110%. Et quand on va chercher ce petit pourcent d'amélioration chaque jour, au niveau individuel et collectif, ça fait une différence énorme. Donc, c'est ce qui nous anime aussi hein, chez Chakari, c'est vraiment de démocratiser l'accès aux dernières avancées en termes d'innovation managériale, de compétences émotionnelles, managériales auprès des plus grands nombres d'acteurs de santé. Et on est convaincu que ça va servir à la fois à créer des équipes plus cohésives et ça va servir aussi à améliorer la qualité de prise en charge des patients. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite avec humilité et détermination. On va terminer avec 3 conseils de lecture pour aller plus loin. Le premier ouvrage, c'est un ouvrage de Lidwine Vaillant, qui est déjà intervenu lors d'un de nos webinaires, qui a écrit Réinventons le secteur de la santé, qui est venu chercher plein d'initiatives, d'innovation organisationnelle, managériale. Et c'est un très, très bel ouvrage, très simple, très concret, pragmatique. Super. Le deuxième, c'est plutôt orienté start-up, management agile et qui, je pense, peut être intéressant et aussi inspirant pour les organisations de santé. Adopter l'innovation continue d'Eric Rice. Et le dernier, c'est un petit peu, ça fait un clin d'œil à ce qu'évoque Sandrine sur les pépites, sur éveiller la curiosité. Il y a des gens qui se disent, non, moi je ne peux pas innover, je ne suis pas créatif. Et en fait, on peut innover même si on n'est pas créatif, tout simplement en musclant sa créativité, en travaillant, en se questionnant sur qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les irritants du quotidien, ou comment on peut faire de nos forces des forces encore plus grandes. Et ce livre de Austin Kleon, qui est un auteur américain, je trouve qu'il est très simple, très, très drôle. Et il parlait du fait que Picasso, avant d'être Picasso, il avait commencé par copier plein d'artistes et ensuite il est devenu vraiment ce qu'il est. Donc, Picasso, voilà. Donc c'est un encouragement aussi à tous et à toutes pour porter cette innovation et ce management agile. Sandrine, un immense merci. Merci à toi, puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont posé plein de questions. C'était très intéressant en tout cas. On a eu un record battu en termes de participants et participantes et merci beaucoup effectivement à tous nos participants, nos participantes pour leurs questions et votre présence. On aura un prochain webinaire sur l'intelligence émotionnelle justement. On en a parlé un petit peu aujourd'hui. Ça aura lieu le mercredi 12 mai. Donc on vous attend nombreux et nombreuses et merci beaucoup pour votre confiance. Prenez bien soin de vous. Merci Martin. Au revoir. Au revoir Sandrine, merci.